Alors, bonjour et bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Je m'appelle Germain Drouin et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Bernard Brochu. Bernard Brochu, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Germain. Alors, je vais faire un peu le contraire de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais une espèce d'historique en partant de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais là, j'aimerais qu'on parle en premier du Centre des arts populaires, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas et ça va occuper une place importante dans notre entrevue. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez du Centre des arts populaires et que vous m'expliquiez d'abord en premier lieu d'où est-ce que ça vient, comment s'était lancé ce Centre des arts populaires de Nicolet. Bien, le Centre des arts populaires, d'une part, c'était autrefois le Centre catholique. Et puis je pense qu'il faut partir du Centre catholique. C'est-à-dire ce bâtiment-là est hérité de la riche tradition religieuse de Nicolet, mais en fait aussi de l'événement qui s'appelle l'éboulis de Nicolet, qui n'est pas un éboulis, qui est un glissement de terrain, mais que tout le monde a appelé l'éboulis, où l'école historique qui avait été fondée par le curé Brassard est tombée dans la rivière avec 5 maisons, puis le 2 tiers de l'évêché. Et Monseigneur Martin, qui était le plus jeune évêque d'Amérique, il avait 37 ans, il était évêque à 37 ans, ce qui est quand même exceptionnel, a décidé de démolir la cathédrale et puis... Donc, il ne restait plus d'église à ce moment-là, c'est ça? L'église n'était pas tombée. L'église est restée sur le bord du trou, elle était solide, sans doute qu'elle aurait pu passer au travers le temps, mais Monseigneur Martin a décidé que les gens peut-être auraient peur d'aller à la messe. Moi, je dis que c'est lui qui avait peur de retourner dans son église parce que son bureau était tombé dans la rivière. Bon, peut-être. Peut-être. Mais toujours est-il qu'il a fait démolir. Puis avec les restes de la cathédrale, ils ont construit le centre catholique. Et le centre catholique, ce qui est particulier, c'est que c'était déjà, quand ils l'ont construit, un bâtiment qui était multifonctionnel parce que ça servait de lieu de culte pour remplacer la cathédrale. Ça servait de bureau administratif pour l'évêché parce qu'il n'y avait plus d'évêché, il était tombé. Et ça servait de local class parce que l'école était tombée aussi. Alors, quand ils ont construit le centre catholique, c'était un centre multifonctionnel. Et quand tu dis qu'ils ont utilisé les restes de la cathédrale, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, en fait, la structure du centre catholique, c'est tout l'acier qui a servi à construire la cathédrale. Et puis la voûte, évidemment, les gens connaissent le centre catholique. Là. La voûte du centre catholique, c'est la voûte. Oui, qui fait la renommée du centre. C'est vraiment ce qui donne tout son aspect prestigieux à la grande salle du centre catholique. Oui, parce qu'entre autres, quand les gens qui ne sont pas d'ici viennent au centre catholique et puis qui voient le bâtiment de l'extérieur, ils sont très surpris de la somptuosité de l'intérieur parce qu'à l'extérieur, c'est un bâtiment des années 60. C'est pas extraordinaire comme architecture, mais à l'intérieur, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une architecture du début du 20e siècle. Donc, c'est un immeuble qui était disponible. Et donc, ça s'appelait le Centre catholique. Alors, comment c'est devenu le Centre des arts? Comment ça s'est passé? Alors, il faut dire que ça a été la cathédrale temporaire de 57 jusqu'à 63. Oui. Puis ensuite, l'évêché l'a pris en main. Puis c'était un centre communautaire, mais sous l'égide de la Corporation épiscopale catholique romaine de Nicolet. Et rapidement, avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas rentable. Eux autres, c'est pas leur business de gérer une salle. Fait que quand, dans les années 2006, moi, j'ai intégré les comédiens de Lens. Et on jouait à ce moment-là dans un chapiteau à la Maison du Guy. Et après 2 saisons où il n'y avait pas plu pour aucune des 14 représentations, j'ai dit aux responsables du théâtre, il y a de grandes chances qu'un jour il pleuve et puis qu'on soit obligé d'annuler. On serait mieux d'aller jouer dans le dur. Et c'est comme ça que les comédiens de Lens se sont retrouvés au centre catholique. Et puis donc, on est venu jouer à l'intérieur. La première saison, c'était une légende d'Alexis le Trotteur qu'on a joué pour une 2e saison aussi. Ça a très bien fonctionné. Et c'est là que Monseigneur Saint-Gelais, qui était l'évêque de Nicolas à cette époque-là, m'a approché pour voir est-ce que tu penses que ce serait possible de prendre en main le centre catholique pour en faire un lieu public. Non, je comprends. C'est là qu'est devenu ton intérêt à toi par rapport à ce centre-là. Mais pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le Centre des arts populaires par rapport à un centre des arts, par exemple? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Bien, en fait, dans mon esprit, le lieu ne devait pas servir à être un endroit de culture guindée, mais de culture populaire, c'est-à-dire tous les types d'art. Sans avoir le doigt en l'air, en fait. Okay. C'est pour ça que moi, ça me plaisait d'appeler ça le Centre des arts populaires. Puis les premiers CA, les premières personnes qui se sont investies,
ont embarqué dans le projet. Puis c'est comme ça que c'est devenu le Centre des arts populaires. Donc, alors, qu'est-ce qui a fait vivre le Centre des arts? C'est quoi les principales activités qui ont lieu? Tu as parlé des comédiens de Lens pendant un certain temps. Bon, c'est ça. Les comédiens de Lens, rapidement, ça a fini par tomber parce que, en fait, on voit plus souvent du théâtre d'été. Fait que ça demandait un gros investissement et puis on a fini par perdre de l'argent avec ça. C'est une mode qui a passé finalement. C'est ouais. comme partout ailleurs au Québec. En quelque sorte. On voit beaucoup moins de théâtre d'été. Puis moi, j'avais aussi c'était un théâtre bénévole. C'est-à-dire que les comédiens étaient bénévoles, mais toutes les gens qui gravitaient autour, on les payait. Et moi, comme personne qui souhaite développer la vie des artistes, je trouvais ça une aberration qu'on paye des gens qui font des travaux manuels, des menuisiers, mais que les artistes qui permettent qu'on paye les menuisiers, eux autres soient bénévoles. Fait que je voulais que les artistes soient payés aussi, puis à un moment donné, c'est devenu trop coûteux. Fait que c'est pour ça que c'est tombé. En fait, maintenant, plus personne n'est payé. Donc, il y a d'autres activités, il y a d'autres activités qui sont arrivées après ça. Oui, à partir de là, on a fait le rendez-vous des peintres, on a fait le salon de Noël, alors, ensuite... Parle-moi donc du rendez-vous des peintres un peu, c'est quand même important dans la région, ça aussi. Hein, oui, le rendez-vous des peintres, on a commencé dès la première année, en 2008. Quand on a acheté le bâtiment, la première activité qu'on a fait à l'automne, c'était le rendez-vous des peintres, puis ça a été sans discontinuer jusqu'à cette année, ça va être le 14e rendez-vous. L'année dernière, il n'y en a pas eu, ça a été le 13e, c'est bien pour dire. Hein? Ah, ouais, alors, ça. On a décidé de... oublier le 13e et passer directement au 14e. OK, vous ne l'appellerez pas le 13e cette année. Non. C'était comme malchanceux. Je pense que c'est à cause de nous, la pandémie, en fait, parce que ça a été le 13e rendez-vous des peintres. Mais donc, c'est ça, on passe au 14e, il va y avoir moins de peintres, mais tu sais, les dernières années, c'est 36 peintres qu'on avait là, pendant une période d'une fin de semaine, et on a été jusqu'à représenter 10 régions administratives du Québec, puis une année, on avait un représentant aussi du Nouveau-Brunswick. Okay. C'est pas juste une exposition locale. Là, absolument. Puis en plus, là, tu me parles d'exposition de Noël, de cadeaux de Noël. Qu'est-ce que c'était exactement? Le salon de Noël est tout le temps la semaine suivante du rendez-vous des peintres. Et puis l'idée, c'est de faire un salon pour permettre aux petits artisans d'écouler leurs produits dans la période des fêtes, puis de permettre aux gens aussi de venir acheter des produits qui sont locaux. Et je vois qu'il y a comme un peu du gothique qui s'est développé aussi au cours des dernières années. Peux-tu nous parler de cette influence-là, puis de la personne qui est derrière ça, ici au centre? En 2014, je me suis trouvé engagé Guillaume Bellil comme adjoint. Guillaume était venu à l'origine pour louer les salles pour faire des grandeurs nature, qui sont des activités dans une ambiance médiévale. Et plutôt que de louer des salles, j'ai plutôt proposé à Guillaume de l'engager pour qu'il fasse ça sous l'égide du Centre des arts. Et c'est le meilleur coup que j'ai fait comme administrateur du Centre des arts, parce que Guillaume est là depuis 2014, et tout cet aspect-là est en grande progression. D'ailleurs, le local ici, là, ça a été modifié justement pour satisfaire à ça. C'est ici que les militaires là, se rencontrent pour prévoir leur guerre. Mais avant la pandémie, ils étaient environ 150 jeunes qui venaient 8 fois par année. Vivre leur jeu dans les locaux du Centre des arts. Il y a un autre groupe qui sont un groupe de vampires qui viennent eux autres 6 fois par année. Tu as un autre groupe qui est plus mais c'est ça, en fin de compte, il y a des groupes de médiévalistes qui viennent au moins une fois par année faire un banquet ici. S'il n'y avait pas eu la pandémie, on aurait eu le couronnement de la reine d'Amérique. T'es pas sérieux? Oui. Et à ce moment-là, ça représentait vraiment la Californie, la Floride. C'est comme les Olympiques du grandeur nature. J'espère que ça va pouvoir être refait. Bien là, oui, ça va être refait, mais il va falloir réattendre notre tour dans 3-4 ans, là, un peu comme... Donc, on s'aperçoit que le Centre des arts, c'est une salle qui est vraiment multifonctionnelle. C'est un cliché de dire ça, mais ça de multiples usages et ça correspond à divers besoins de la population. Oui, puis ça rayonne de plus en plus. Là, en fait, beaucoup de gens de Nicolet ne savent pas tout ce qui se fait ici. Mm-hmm. Et plusieurs personnes de l'extérieur commencent à nous connaître. On a eu l'activité de l'Halloween la dernière, il y a 2 semaines. C'était notre 5e saison de l'École des sorciers. Alors, en 2 jours, toutes nos 100 places étaient vendues. Et sur les 100 personnes, il devait y en avoir 25 de Nicolet. Les autres étaient Louisville, Yamachiche, Drummondville. Et il y a aussi, ce que je vais parler encore, c'est notre semaine des enfants au mois de mars. Ça coïncide avec le relâche, j'imagine? Dans la semaine de relâche, ça fait aussi 7 ou 8 ans qu'on fait ça. On remplit la grande salle de jeux gonflables pendant la semaine de relâche.
Et là aussi, là, les gens de Drummondville, Hérouville, on a eu, avant on soit obligé d'arrêter à cause de la pandémie, on avait eu 1400 enfants dans la semaine. Ah, wow. Donc, la pandémie revient souvent. Ça a été un moment difficile, c'est-à-dire que ça l'a comme ralenti puis retenu. C'est comme pour tout le monde. Évidemment, vu qu'on est un lieu de rassemblement, les rassemblements étant interdits, ça crée un problème. Par contre, c'est là qu'on a pu faire toutes les rénovations pour mettre nos niveaux, augmenter le niveau de nos locaux. Puis, parlant de locaux, les locaux servent aussi, hébergent différents types d'activités. Peux-tu nous en parler un petit peu? Il y a des groupes qui viennent... Oui, bien c'est ça. En fait, de plus en plus, des groupes viennent. Tout à l'heure, avant de faire l'entrevue, une dame est venue parce qu'ils vont venir à l'avenir faire du tricot. Mais j'ai des dentelières, j'ai des courtes pointières, j'ai des tisserandes, j'ai 2 groupes de tai chi, j'ai 3 chorales, c'est ça. Puis... Alors, je constate, disons, que tu es quand même assez satisfait de la façon dont ça se déroule au niveau du Centre des arts, qui remplit bien sa mission. J'aimerais ça qu'on parle maintenant de ce qui t'a amené là. Je voulais en parler en premier. J'aimerais parler de ton background à toi, d'où tu viens, ton milieu familial, comment tout ça a pu contribuer à t'amener où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Donc, ton enfance, ta famille, c'était quoi? Comment ça se passait chez vous? Bien, ça. Alors, moi, je suis le cadet d'une famille de 8 enfants. Mon père... Bébé gâté, quoi. Oui, ben sans doute. C'est ce que diraient mes grands frères et mes grandes sœurs. Peut-être plus mes grandes sœurs que mes grands frères, là. Mais oui, je suis arrivé 5 ans après les 7 autres. Et probablement que la vie était plus simple rendue dans les années 60. Je suis né en 1960. Que les années précédentes. Chez nous, mon père était mécanicien outilleur à la shop de lunettes, à l'AOCO, l'American Optical Company. L'American Optical Corporation, c'est ça? Company, excusez-moi. Et, où est-ce que beaucoup de Nicolétains ont gagné leur vie, oui, en fait. Puis là, je n'embarquerai pas sur une autre histoire, mais on va rester dans la famille. Mais juste cette histoire-là du développement de l'industrie à Nicolet, c'est quand même incroyable. Là. Avec l'AOCO, Chevalière qui était chez Caron, mais aussi les Bobirons. Oui, c'est ça. On n'embarque pas là-dedans. Et donc, mon père était mécanicien outilleur pendant 38 ans. Et dans les premières années, ma mère devait coudre des camisoles dans les poches de farine, là, tellement... C'était pour compléter les payes hebdomadaires, oui. C'est ça, à l'époque. Et il y a une anecdote, le patron de l'American Optical, qui était le père de Monseigneur Martin, c'est M. Martin, un jour, il a dit à ma mère, parce qu'il y avait eu un party de Noël, puis il a dit à ma mère, Madame Brochu, je dois vous dire, votre mari, c'est un homme extraordinaire, il travaille comme 2. Ma mère, il a répondu, ah ouais? Comment ça que j'ai un salaire? Elle avait le sens de la répartie, ta mère? Oh, ma mère, ça sortait pas par le trou d'en arrière. OK. Puis toi, tu prétends souvent que tu te retiens un peu de... tu as les qualités de ta mère, c'est ça que tu nous dis souvent. Bien, c'est ça. Les qualités qui peuvent être un défaut. Au niveau de la diplomatie, peut-être que des fois, je suis un petit peu limité. Donc, tu as été à l'université, tu as été à l'Université Laval. À un moment donné, tu pensais devenir violoncelliste. Est-ce que c'est possible, c'est ça? Alors oui, c'est ça. Donc, je suis un Nicolétain et après mes études de curé Brassard à l'école secondaire Jean-Nicolet, j'ai pris 5-6 années sabbatiques. Et là, je me disais... Tu as voyagé ou tu as Non, rien pas à fait? ce moment-là. Non? OK. J'ai travaillé à la garderie Grippette. J'étais le premier gars à la garderie Grippette à travailler là. Mais j'ai fait différents petits job-in, non? Et puis après, j'ai dit, ben là, il faudrait peut-être que je fasse des études. Fait que comme on avait l'école supérieure de musique, le célèbre de musique de Nicolet, et puis que mon cercle d'amis, les gens avec qui je m'entendais le mieux, c'était les gens du cégep, ben, je suis rentré en musique. Mais j'avais commencé le piano à l'âge de 7 ans, là, chez Sœur de l'Assomption, de toute façon. Fait que ça faisait des années que j'étais dans la musique. Puis c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Je me suis retrouvé ensuite au Cégep Sainte-Foy parce que j'ai suivi ma blonde qui avait terminé son cours, puis je me suis ramassé à l'Université Laval. Et là, à l'Université Laval, j'ai vraiment vu c'était quoi des gens qui jouaient de la musique et qui avaient beaucoup de talent. Et donc, ça t'a intimidé, quoi? Ça t'a fait réfléchir sur... Je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup pour jouer médiocrement. Puis, comme j'aime l'excellence, j'aimais pas ça être médiocre. Okay. Alors, j'ai arrêté net et puis je suis parti aller me ressourcer en Europe. Je suis allé faire les vendanges en Europe. Ah bon, c'est un voyage qui t'a rapporté quelque chose sur le plan personnel, sur le plan humain? Oui, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout un solitaire. T'es pas un solitaire? Non, avant de partir, j'ai dit je vais aller à la recherche de moi-même.
Et puis Est-ce au que tu l'as retour, trouvé? non, c'est ça, au retour, Ah, j'ai dit à mon père que j'allais me perdre, en fait. OK. Fait que non, c'était pas. Je me suis rendu compte que j'étais incapable de vivre seul. OK. Et, Donc, mais à part de ça, est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que ça a ouvert... à quelle époque tu étais en France? À quelle année? 87, en En 1987. 87, OK. Donc, il y avait une espèce d'effervescence encore là en Europe à cette Oui, époque-là. oui, non, mais écoute, de voir tu sais, le Mont-Saint-Michel, Ouais. Chartres, c'est incroyable, là. Bon, le vivre seul, c'était peut-être pas l'idéal, là. Mais au retour, j'ai eu une chance incroyable. Je me suis trouvé à être engagé par l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières comme bibliothécaire musical. Ensuite, je suis passé de bibliothécaire musical à gérant de scène. Le gérant de scène, c'est ni plus ni moins celui qui place tout avant le concert et puis qui est en lien avec le chef d'orchestre. Et puis, à un moment donné, ben, l'orchestre a perdu son directeur général, alors je suis devenu directeur général par intérim. Fait que j'ai vu un peu comment gérer une entreprise de ce niveau-là. Donc, tu faisais un apprentissage là, dans le domaine un peu relié à la production artistique, etc. Ouais. Et ça t'a emmené ailleurs. Je sais que tu as été marionnettiste à un moment donné. Oui, ben ça c'était avant, ça. C'est en fait avant, mais avant d'aller en musique, là. OK. J'avais 18 ans, puis il y avait des amis de Nicolet, dont un Tchécoslovaque, Petr Baran. Petr, OK. qui était lui diplômé de l'école Charles de Prague, parce qu'il y a un baccalauréat en marionnette en Tchécoslovaquie, et avec un Suisse qui lui s'appelait Alain Courvoisier, qui lui était diplômé de l'école Lecoq de Paris. Et puis il montait une pièce, puis je me suis trouvé être là. Et puis ils m'ont dit, veux-tu embarquer? Fait que je me Donc, suis... en plus de parler beaucoup personnellement, tu avais une marionnette que tu pouvais faire parler aussi. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'était dans Mais, tes mais cordes. c'était pas de la marionnette à gaine, c'était pas de la marionnette à fil, c'était la nouvelle mouvance des marionnettes. Moi, ma marionnette, c'était un gros robot en métal de 6 pieds de haut que je manipulais OK. par derrière, là. Donc, Mais grâce à ça, j'ai travaillé 3/4 d'heure à la baie James. à la Baie James, faut-tu me dire c'est quoi le rapport? Comment ça s'est amené à Ben, la ils ont Baie James? engagé notre troupe pour aller jouer pour les enfants de LG4. Ah, bon. Et donc, comme la pièce durait 3/4 d'heure, ben, j'ai travaillé 3/4 d'heure à la baie James. OK, ça, on était dans les années 76, 77, là. On est revenu un petit peu en Je arrière. dirais 80. Début 80. Ouais. OK. Et donc, tu as aussi parti une entreprise dans le domaine de la promotion artistique, je pense, à Nicolette, avec une autre personne. Oui, ben c'est ça. Après mon passage à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, on a tenté de partir une entreprise de diffusion culturelle Nicolet, ça s'appelait les diffusions culturelles Nicolet, les productions culturelles Nicolet, et puis ça a marché 3 ans. OK. Donc, il y a toujours le même souci d'essayer de promouvoir, non, pas nécessairement juste les arts, mais promouvoir aussi les artistes. C'est au cœur de ce que tu as fait pas mal dans ta vie. C'est de faire en sorte que les artistes soient connus, aient un public. En faisant ça, ça nous a permis d'être en lien avec les gens qui géraient le théâtre Bellecour. En fait, le théâtre Bellecour appartenait à la municipalité et c'était complètement abandonné. Fait on a parti une petite troupe qui s'appelait la troupe L'Oiseau Rare, puis on a commencé à développer le théâtre Bellecour, et c'est par la suite que c'est devenu une salle de spectacle D'ailleurs, tu reconnue. étais un cofondateur Oui, du théâtre Bellecour. je dirais l'instigateur, là, ça a l'air prétentieux, mais le premier chéquier des Amis du théâtre Bellecour, c'est mon adresse personnelle là, sur la rue Vérage. Donc, qui est devenu quand même une institution intéressante dans la région aussi, le théâtre Bellecour Les aujourd'hui. premières années où je rencontrais les fonctionnaires à Trois-Rivières, il s'appelait Jean-Guy Moreau, pas l'imitateur, mais c'était le fonctionnaire de... Il m'avait dit, Bernard, oublie ça, il n'y en aura pas de théâtre en milieu rural, on a déjà ce qu'il faut dans la région. OK. Je dis, attends, moi je pense que ça, à un moment donné, ça va se faire, puis finalement, c'est le temps qui m'a donné raison, le théâtre. Quelque chose qui ne se fait pas, on ne dit pas ça à Bernard Brochu. Ça se fait pas, Bernard. Tu n'es pas capable d'accepter ça, toi, là, quand on dit ça. Peut-être plus maintenant. OK. Ben écoute, dans tout ce brouhaha-là, est-ce que tu as eu une vie familiale bien remplie aussi? Oui. Tu es père de 2 enfants? 3 enfants. 3 enfants. Donc, marié et père de 3 enfants. Parle-moi de ta vie familiale, tes enfants, où est-ce qu'ils sont rendus? On aimerait Je vais savoir parler de un ma peu. blonde. Oui, bien sûr, bien Ah, sûr. Tu n'as pas fait ça tout seul, 3 Ah enfants, oui. c'est clair.
Ma blonde, elle est enseignante au niveau élémentaire, mais c'est aussi quelqu'un qui développe beaucoup de choses. Alors, entre autres, un projet là, de correspondance scolaire qu'elle a mis en place depuis 3 ans. Et cette année, elle a encore 500 classes d'inscrites. 9000 enfants du Québec correspondent entre eux grâce à ma blonde. Fait que ça, c'est... Donc ça, c'est un projet de ta... J'aimerais ça, on en parle juste un petit peu, parce que c'est un projet qui met en lien des enfants de diverses écoles, puis de divers milieux et de diverses cultures au Québec. Hein? Ben, en fait, Isabelle, elle rêvait, en fait, depuis des années, elle communiquait avec des pays dans le monde, jusqu'à ce qu'elle lise un livre d'Akosh Verbochki, où elle a un peu appris la vie des enfants de la loi 101. Et là, elle s'est rendue compte que peut-être ce serait intéressant de mettre en lien des petits Québécois avec des petits Montréalais d'origine, qui ne sont pas d'origine, en fait, d'origine autre, pour qu'ils puissent connaître les Québécois. Parce que souvent, ces gens-là sont obligés d'apprendre le français à cause de la loi 101. Mais quand ils retournent dans leur communauté, ils ne parlent qu'anglais et ils ne connaissent pas les Québécois. Et ce qu'ils en connaissent, c'est ce qu'ils ont dans la télévision anglophone, ce qui n'est pas toujours la meilleure façon pour nous connaître. Puis réciproquement, on peut aussi dire qu'il y a peut-être des petits Québécois de Sainte-Eulalie qui auraient intérêt à mieux connaître ces jeunes-là qui viennent issus des minorités puis qui vivent dans des milieux urbains complètement différents. Une anecdote incroyable, quand la première année qu'elle a communiqué, c'était avec une classe de Notre-Dame-de-Grâce. Et elle a réussi à faire venir la classe pour venir visiter ici. Alors, les petits Québécois sont allés là-bas. Et la classe de Notre-Dame-de-Grâce sont venus ici. C'était pratiquement tous des petits enfants d'origine philippine qui étaient nés au Québec, mais qui n'avaient jamais sorti de l'île de Montréal. Et ils étaient à Sainte-Monique, ils les attendaient. Et là, il y avait un peu de retard. Fait que finalement, le téléphone sonne. Bonjour, vous êtes où? Bien là, on est sur le traversier. Alors, le chauffeur d'autobus de Montréal, sur son GPS, pour venir à Nicolet, a passé par le traversier de Berthier. Ouais. Et c'est en allant marcher sur les passerelles que là, il dit, c'est quoi ça là-bas? J'étais à côté de lui. Bien, c'est le pont de Trois-Rivières. Pourquoi qu'on est passé par là? C'est là que j'ai su qu'il avait passé par le traversier. Alors, c'est pour dire que même les gens de Montréal ne connaissent pas très bien le Québec. Il y en a qui ne sortent pas beaucoup de Montréal durant leur vie, effectivement. Non. Donc, c'est vraiment une œuvre aussi. Je voulais en parler un peu parce que je connais un peu l'histoire et puis je trouve que c'est vraiment... Et alors, tes enfants, eux, où est-ce qu'ils sont rendus? Ben ça. Mon aîné, Hyacinthe, est maintenant programmeur pour Desjardins. Alors, il travaille dans le sous-sol de la maison parce qu'il fait du télétravail. Mon deuxième, Clovis, est maintenant, il termine à l'Université de Montréal un bac en philo et politique. Et là, il est en stage avec le ministre de l'Environnement à Québec. Et puis Jeanne vient de commencer à l'Université Laval là, en géologie. Donc, au niveau familial, tu es aussi très... ça va bien, tu es satisfait de ce qui se passe. Les choses vont bien en réalité. Ben, c'est le fun quand tout le monde réussit. Hein. Ben oui. Alors maintenant qu'on va parler un petit peu plus du sujet vif de notre interview, c'est que tu as eu 50 ans il y a déjà une dizaine d'années, n'est-ce pas? Tu as 61 ans, oui. 61 cette année. Donc, tu as passé complètement le cap de la cinquantaine. Tu fais un bilan de ta vie jusqu'à maintenant. Quelle note que tu donnes, quelle est ta satisfaction par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans la vie? Ben moi, je suis content, tu sais, d'une part parce que j'ai une belle famille qui va me survivre et puis qui vont faire de quoi de bien dans leur vie, je suis certain. Puis par le Centre des arts aussi, parce que j'ai l'impression que ce legs-là va rester pour la communauté comme le Musée des religions est une créature de Mme Paradis, par exemple, Michel Paradis, je pense. Mais tu sais, fait que oui, moi, je suis satisfait. Le Centre des arts, qu'est-ce que tu penses comment tu as contribué à ça et qu'est-ce que tu penses que tu vas laisser spécifiquement par rapport à ça? Bien, je l'ai imaginé depuis le début, ce Centre des arts-là. Il a fallu que je le mette sur papier avant de convaincre les gens de s'y embarquer. Et il faut dire que la Ville Nicolet est un partenaire. Là. Sans la Ville, le Centre des arts n'existe pas. C'est très difficile de vivre de la culture quand on n'a pas un soutien public. Dans notre cas, ce n'est pas le ministère de la Culture, c'est la Ville de Nicolet. Puis les communautés religieuses aussi, enfin, ont été très... Je vois d'ailleurs que quand on entre dans le Centre des arts, il y a comme une voûte
où on remercie des gens qui ont contribué là-dedans. Je pense qu'il y avait les Sœurs de l'Assomption aussi. Il y Les avait sœurs de l'Assomption, des puis les entreprises. sœurs grises, Oui, oui, oui. principalement. Non? J'ai tenté avec les frères d'école chrétienne, mais j'ai pas eu de réponse. Non, Tu sais, je sais pas. alors, ils sont pas tous, Financièrement, je ne sais pas où égaux. ça. D'accord, d'accord. Donc, alors, le Centre des arts, c'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais voulu faire différemment quand tu repenses à ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans la vie? Est-ce que des choses des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Mais il a fallu que tu me poses la question au préalable avant l'entrevue, parce que là, j'ai pas pensé à ça. Là. Ben, Sans doute qu'il y a des choses quand que je regrette, mais sur le coup, ça me vient pas. Non, il n'y a Non. rien. Puis donc, alors si on parle maintenant de ton avenir, de ce qui s'en vient pour toi, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie maintenant? Ben, c'est ça. Alors, d'une part, j'ai 61 ans. Il faut imaginer qu'un jour, il y aura la retraite. Mhm. Cependant, comme j'ai travaillé toute ma vie dans la culture, j'ai pas de fonds de pension de ramasser. Fait que faut pas que je pense trop à la retraite parce que je me ramasserai dans des conditions financières un peu plus précaires. Quoique ma femme est jeune, mais je ne voudrais pas me faire vivre non plus. Donc, tu sens le besoin d'avoir à travailler, comme à avoir un gagne-pain pendant un bon bout de temps encore? Oui, je pense que je suis encore ici si tout fonctionne bien encore pour quelques années. Là. Au moins jusqu'à 65 ans, puis ensuite on verra. Et puis, tu sais, dans les choses que je suis satisfaite, ben, tu sais, je te parlais de mon adjoint, Guillaume, que j'ai engagé en 2014. Ben, Guillaume, c'est déjà c'est ma relève. Tu sais, le Centre des arts est en bonne main avec Guillaume. Là. Je sens déjà que j'ai pas besoin de me casser la tête sur ce qui arrivera pour l'avenir pour le Centre des arts, parce que lui, qui est dans la trentaine, il va pouvoir être là encore quelques années. On parle encore du Centre des arts, mais comment tu penses que la population de Nicolet perçoit le Centre des arts à l'heure actuelle? Est-ce que ça a changé au cours des années? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'important auprès des gens pour toi? Est-ce que les gens comprennent la vision que ça a, puis le rôle que ça peut jouer dans la population? Je pense de plus en plus. Je pense de plus en plus. Et il y a encore des gens qui rentrent ici et qui ne savaient même pas que ça existait. Mais ça, c'est en train c'est en train de changer. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens connaissent ce qu'on fait, puis connaissent ce qu'on est en mesure de faire aussi. Hein. Fait que, tu sais, là, on a un projet, j'espère que c'est sur le budget participatif citoyen. On avait présenté un projet pour transformer le parc en avant, notre grand terrain, en parc urbain. Ouais. Mais un parc jardin. Est-ce que c'est ça qui aura remporté le suffrage? On ne le sait pas encore. Mais si c'était le cas, ce sera encore une occasion que le centre prenne encore plus d'espace là, pour servir la population dans plusieurs aspects, là, l'aspect culturel, mais l'aspect social, en fait, c'est plus social. C'est social. Donc, le centre, avec les autres institutions qu'il y a à Nicolette, tu as le musée de religion, tu as la maison Rodolphe Duguay, ça complète un peu l'espèce d'aéropage d'institutions qui peuvent vraiment contribuer à la qualité de vie de l'ensemble des gens. Là, oui. Ça? Exactement. Puis, sans prétention, là, répond à une plus vaste clientèle que les deux autres que tu as nommés, la Maison du Gué et puis le musée de religion, parce qu'il y a la semaine des enfants, parce qu'il y a, il y a le salon de Noël, remarque qu'au musée, ils vendent aussi, là. Mais tu sais, les chorales, autrefois les activités de la FADOC, c'était un lieu de rencontre pour toute la communauté. Alors voilà, donc vraiment, c'était très agréable de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a appris des choses intéressantes sur le Centre des arts, sur toi aussi, personnellement. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. C'était vraiment très, très intéressant. Et je vous remercie de nous avoir accompagnés durant cette entrevue. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.